Imaginez une boisson capable de traverser les millénaires sans jamais perdre sa place dans le quotidien des hommes. Une boisson qui accompagne aussi bien les empereurs que les voyageurs, les moines que les commerçants, les familles que les chefs d'État. Chaque jour, plusieurs milliards de tasses sont dégustées à travers le monde. Derrière ce geste si simple se cache pourtant une histoire extraordinaire, faite de légendes, de découvertes, d'explorations, de traditions et d'échanges entre les civilisations. Cette boisson, c'est le thé. Aujourd'hui, le thé est présent sur tous les continents. Il est servi dans les maisons, les cafés, les restaurants, les salons de thé, les hôtels et les bureaux. Il existe des centaines de variétés, des milliers de recettes et d'innombrables façons de le préparer. Pourtant, tout a commencé avec quelques feuilles poussant sur un arbuste des montagnes d'Asie. Pour comprendre comment le thé est devenu la boisson la plus populaire au monde après l'eau, il faut remonter plusieurs milliers d'années en arrière. Les origines exactes du thé demeurent difficiles à établir avec certitude. Les historiens s'appuient sur des découvertes archéologiques, tandis que les traditions populaires transmettent des récits qui se sont enrichis au fil des siècles. La plus célèbre de ces légendes nous emmène en Chine, vers l'an 3200-300 avant notre ère. Selon la tradition, l'empereur Shennong était reconnu pour sa curiosité scientifique. Il parcourait son empire afin d'étudier les plantes et leurs propriétés. Soucieux de préserver la santé de son peuple, il recommandait de toujours faire bouillir l'eau avant de la boire. Un jour, alors qu'il se reposait sous un arbre, quelques feuilles furent emportées par le vent et tombèrent dans son récipient d'eau chaude. Intrigué par le parfum qui s'en dégageait, il goûta cette infusion et découvrit une saveur à la fois douce, fraîche et légèrement végétale. Ainsi serait né le thé. Même si cette histoire relève davantage du symbole que du fait historique, elle traduit parfaitement la manière dont les Chinois considèrent cette boisson, comme un cadeau de la nature, associé à la connaissance, à la santé et à la sagesse. Les premières preuves archéologiques montrent que le thé était déjà consommé en Chine il y a plus de 2000 ans. Au départ, il n'était pas préparé comme aujourd'hui. Les feuilles étaient souvent cuites avec différentes plantes aromatiques ou intégrées à des préparations médicinales. Les anciens médecins chinois lui attribuaient des propriétés bénéfiques pour favoriser la digestion, maintenir l'énergie et améliorer la concentration. Progressivement, le thé cesse d'être un simple remède pour devenir une boisson appréciée pour son goût. Cette évolution accompagne le développement de la civilisation chinoise. Les régions montagneuses du sud-ouest du pays offrent des conditions idéales à la culture du Camellia sinensis, l'arbre à thé. Les cultivateurs sélectionnent peu à peu les meilleurs plants, améliorent les techniques de récolte et apprennent à transformer les feuilles afin d'obtenir différentes saveurs. Sous la dynastie Han, le thé commence à circuler dans plusieurs provinces. Il est encore réservé aux élites, mais sa réputation grandit rapidement. Les fonctionnaires, les érudits et les artistes apprécient cette boisson qui stimule l'esprit sans provoquer l'agitation associée à d'autres substances. Les réunions intellectuelles s'accompagnent de plus en plus souvent de dégustations de thé. L'un des tournants majeurs de son histoire intervient sous la dynastie Tang, entre le 7th and the 10th century. Cette période est souvent considérée comme l'âge d'or du thé. La culture de la plante se développe à grande échelle, les méthodes de transformation se perfectionnent et le thé devient un produit d'échange essentiel. C'est également durant cette époque qu'apparaît une figure incontournable, Lu Yu. Souvent surnommé le sage du thé, il consacre une grande partie de sa vie à étudier cette plante et toutes les pratiques qui l'entourent. Son ouvrage, intitulé Le classique du thé, est considéré comme le premier livre entièrement consacré au sujet. Dans ce traité, Lu Yu ne se contente pas d'expliquer comment préparer le thé. Il décrit les différentes variétés de feuilles, les régions de production, les ustensiles nécessaires, la qualité de l'eau, la température idéale, les méthodes de conservation, ainsi que les gestes permettant d'obtenir une infusion parfaite. Son livre transforme la préparation du thé en un véritable art. Pour Lu Yu, le thé n'est pas seulement une boisson. Il représente une recherche d'équilibre entre l'homme et la nature. Chaque étape de sa préparation doit être réalisée avec calme, précision et respect. Cette philosophie influencera durablement la culture asiatique. À la même époque, les moines bouddhistes jouent un rôle essentiel dans la diffusion du thé. Pendant leurs longues heures de méditation, ils recherchent une boisson capable de maintenir leur vigilance sans troubler leur esprit. Le thé répond parfaitement à ce besoin. Les monastères deviennent rapidement des lieux de culture, de préparation et de transmission des connaissances liées au thé. Grâce aux nombreux voyageurs et pèlerins, les techniques de préparation franchissent progressivement les frontières chinoises.
Le Japon découvre le thé dès le 8e siècle grâce aux moines qui reviennent de Chine après leurs études. Au début, la boisson reste réservée aux temples bouddhistes. Mais au fil du temps, elle gagne les cours impériales, puis les familles de la noblesse. Les Japonais développent une approche très particulière du thé. Ils accordent une importance exceptionnelle aux gestes, au silence, au décor et à l'atmosphère. Peu à peu naît la célèbre cérémonie du thé, appelée Chanoyu. Cette cérémonie ne consiste pas simplement à préparer une boisson, elle constitue une véritable pratique spirituelle. Chaque mouvement possède une signification précise. Les invités prennent le temps d'observer les ustensiles, d'apprécier les matériaux naturels, d'écouter le bruit de l'eau qui chauffe et de savourer chaque gorgée en pleine conscience. 4 principes guident traditionnellement cette cérémonie: l'harmonie, le respect, la pureté et la tranquillité. Ces valeurs dépassent largement le simple cadre de la dégustation et influencent encore aujourd'hui une partie de la culture japonaise. Pendant que le thé s'implante au Japon, il poursuit également son voyage vers d'autres régions d'Asie. Les caravanes empruntant la route de la soie transportent les précieuses feuilles à travers montagnes, vallées et déserts. Ces longues expéditions peuvent durer plusieurs mois. Les ballots de thé voyagent parfois à dos de cheval, de chameau ou de yak, selon les régions traversées. Dans certaines provinces montagneuses du Tibet, le thé devient un aliment presque indispensable. Les habitants préparent une boisson très différente de celle connue ailleurs. Les feuilles sont longuement infusées avant d'être mélangées avec du beurre de yak et du sel. Cette recette fournit une importante source d'énergie adaptée aux conditions climatiques extrêmes. En Mongolie également, le thé prend une forme originale. Souvent mélangé au lait et parfois agrémenté de céréales ou de graisse animale, il constitue une boisson nourrissante parfaitement adaptée à la vie nomade. Au fil des siècles, chaque peuple adapte le thé à ses habitudes alimentaires, à son climat et aux ressources disponibles. C'est cette extraordinaire capacité d'adaptation qui explique en grande partie son succès mondial. À partir du XVIe siècle, les explorateurs européens découvrent à leur tour cette boisson asiatique. Les marchands portugais figurent parmi les premiers à rapporter du thé en Europe. Les quantités restent cependant très limitées, ce qui en fait un produit rare et coûteux. Les Hollandais développent ensuite les échanges commerciaux avec l'Extrême-Orient. Grâce à leurs navires marchands, le thé arrive progressivement dans plusieurs ports européens. Les premières cargaisons suscitent immédiatement la curiosité des élites. Au début, le thé est principalement vendu dans les pharmacies, où il est considéré comme une plante médicinale. Les médecins lui attribuent de nombreuses vertus. Peu à peu, les consommateurs découvrent surtout le plaisir de sa dégustation. Le Royaume-Uni joue un rôle décisif dans l'histoire du thé. Introduit au XVIIe century, il conquiert rapidement la cour royale, puis l'ensemble de la société. La reine Catherine de Brabant, épouse du roi Charles II, contribue largement à populariser cette boisson en faisant du thé une habitude quotidienne au palais. Très vite, les salons de thé apparaissent dans les grandes villes britanniques. Les discussions politiques, les rencontres commerciales et les conversations intellectuelles s'y multiplient autour d'une tasse fumante. Le thé devient progressivement un symbole de convivialité, de raffinement et de stabilité sociale. Les familles prennent l'habitude de se retrouver autour d'une théière plusieurs fois par jour, une tradition qui marquera durablement la culture britannique. Au XIXe century naît l'afternoon tea. Cette pause de l'après-midi, accompagnée de pâtisseries, de sandwichs et de douceur, répond à l'écart important entre le déjeuner et le dîner. Ce qui n'était au départ qu'une habitude aristocratique finit par séduire une grande partie de la population. Mais derrière cette élégante tradition se cache également une immense aventure économique. La demande européenne explose. Les importations depuis la Chine deviennent considérables. Les puissances commerciales cherchent alors à sécuriser leur approvisionnement en développant leurs propres plantations. C'est ainsi que commence une nouvelle étape de l'histoire mondiale du thé au XIXe century. L'expansion de la culture du thé transforme profondément l'économie mondiale. Les grandes puissances commerciales comprennent rapidement qu'elles ne peuvent dépendre d'un seul pays producteur. Elles entreprennent donc de développer de vastes plantations dans d'autres régions du monde. L'Inde devient rapidement le principal terrain d'expérimentation. Dans les collines d'Assam, des botanistes découvrent des théiers sauvages parfaitement adaptés au climat tropical. Cette découverte marque un tournant décisif. D'immenses plantations sont créées, de nouvelles routes commerciales voient le jour et des milliers de personnes participent à cette nouvelle industrie. Quelques années plus tard,
La région de Darjeeling attire elle aussi l'attention. Située au pied de l'Himalaya, les plantations bénéficient d'un climat frais, de brouillard fréquent et d'une altitude élevée. Ces conditions donnent naissance à un thé d'une finesse exceptionnelle, souvent surnommé le champagne des thés en raison de ses arômes délicats. Le Sri Lanka, alors connu sous le nom de Ceylan, entre à son tour dans l'histoire du thé. À l'origine, l'île produit principalement du café, mais lorsqu'une maladie détruit presque toutes les plantations de café au 19th century, les agriculteurs décident de les remplacer par des théiers. Ce choix change durablement l'économie du pays. Aujourd'hui encore, les paysages montagneux du Sri Lanka sont couverts de plantations qui dessinent d'immenses vagues vertes à perte de vue. Les cueilleuses parcourent les rangées de théiers avec une précision remarquable. La qualité dépend souvent d'un geste simple mais exigeant. Ne récolter que les deux jeunes feuilles et le bourgeon terminal, la partie la plus tendre de la plante. Le Kenya rejoint ensuite les grands producteurs mondiaux. Grâce à son climat équatorial tempéré par l'altitude, le pays développe une production particulièrement importante. Aujourd'hui, une grande partie du thé consommé en Europe provient des hauts plateaux kényans. Mais comment une seule plante peut-elle produire autant de goûts différents? La réponse réside dans les méthodes de transformation. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, le thé vert, le thé noir, le thé blanc, le thé jaune et le thé oolong proviennent presque tous de la même espèce, Camellia sinensis. Après la récolte, les feuilles peuvent suivre des procédés très différents. Pour le thé vert, elles sont rapidement chauffées afin d'interrompre l'oxydation. Cette technique permet de préserver leur couleur, leurs arômes végétaux et leur fraîcheur. Le thé noir, en revanche, est volontairement oxydé. Les feuilles brunissent progressivement sous l'action de l'air avant d'être séchées. Ce processus développe des notes plus rondes, parfois maltées, boisées ou fruitées. Le thé blanc est élaboré à partir des plus jeunes bourgeons. Très peu transformé, il conserve une grande finesse aromatique. Le thé oolong occupe une position intermédiaire. Son niveau d'oxydation varie selon les producteurs, ce qui lui offre une palette de saveurs particulièrement riche. Certaines variétés développent des notes florales rappelant l'orchidée, tandis que d'autres évoquent le miel, les fruits mûrs, les noix grillées ou encore les épices. Le terroir joue également un rôle essentiel. L'altitude, la qualité du sol, la quantité de pluie, les écarts de température entre le jour et la nuit, et même la présence du brouillard influencent directement les caractéristiques des feuilles. C'est pourquoi deux plantations situées à seulement quelques kilomètres l'une de l'autre peuvent produire des thés aux profils aromatiques très différents. Avec le temps, le thé devient bien plus qu'un produit agricole. Il inspire des traditions, des cérémonies et parfois même des philosophies de vie. En Chine, partager une théière est un signe de respect. Lorsqu'un invité franchit le seuil d'une maison, il est souvent accueilli avec une tasse de thé avant même que la conversation ne commence. Au Japon, la cérémonie du thé enseigne la patience, la simplicité et l'attention portée à chaque détail. Au Maroc, le thé à la menthe est préparé avec un geste spectaculaire. Le liquide est versé de haut afin d'aérer la boisson et de créer une légère mousse à sa surface. Offrir plusieurs verres de thé constitue un symbole d'hospitalité profondément enraciné dans la culture du pays. En Inde, le masala chai accompagne la vie quotidienne. Le thé noir est mélangé au lait, au sucre et à différentes épices comme la cardamome, la cannelle, le gingembre, le clou de girofle ou le poivre noir. Chaque famille possède sa propre recette, transmise de génération en génération. En Turquie, le thé est préparé dans une théière à 2 étages. La partie supérieure contient une infusion très concentrée que chacun peut diluer selon ses préférences. Cette tradition accompagne aussi bien les réunions familiales que les discussions entre amis ou les rencontres professionnelles. En Russie et dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, le samovar devient au XIXe siècle un véritable symbole du foyer. Autour de cet appareil destiné à chauffer l'eau, les familles se réunissent pour partager un moment de convivialité. Le thé inspire également les artistes. Des peintres, des écrivains et des poètes célèbrent sa capacité à créer une atmosphère propice à la réflexion. Dans de nombreuses œuvres littéraires, une simple tasse de thé devient le point de départ d'une conversation importante, d'une rencontre ou d'un moment de calme. Les scientifiques, eux aussi, s'intéressent depuis longtemps au thé. Les feuilles contiennent naturellement de nombreux composés végétaux, notamment des polyphénols, des catéchines et différents antioxydants. Les recherches se poursuivent afin de mieux comprendre leurs effets sur l'organisme. Les spécialistes rappellent toutefois que le thé s'intègre avant tout dans un mode de vie équilibré et ne constitue pas un remède à lui seul. L'industrie du thé continue d'évoluer.
Les producteurs utilisent désormais des technologies modernes pour contrôler la qualité des récoltes, surveiller les plantations et améliorer les méthodes de transformation. Malgré ces innovations, une grande partie de la récolte est encore réalisée à la main dans les régions produisant les thés les plus prestigieux. Le commerce mondial du thé représente aujourd'hui des milliards d'euros chaque année. Des millions de personnes travaillent directement ou indirectement dans cette filière. Cultivateurs, cueilleurs, transporteurs, négociants, torréfacteurs, dégustateurs, chercheurs et distributeurs. Parallèlement, les consommateurs découvrent sans cesse de nouvelles façons d'apprécier cette boisson. Le thé glacé connaît un immense succès dans de nombreux pays durant les périodes estivales. Le bubble tea, apparu à Taïwan dans les années 90, conquiert rapidement les grandes villes du monde entier grâce à ses perles de tapioca et à ses nombreuses déclinaisons. Les mélanges parfumés aux fleurs, aux agrumes, aux fruits rouges, aux épices ou aux plantes aromatiques séduisent un public toujours plus large. Ces salons spécialisés proposent désormais des dégustations comparables à celles du vin ou du café de spécialité. Les amateurs apprennent à reconnaître les nuances de chaque terroir, les différentes récoltes saisonnières et les méthodes de fabrication. Le changement climatique constitue cependant un défi majeur pour les producteurs. Les variations de température, les sécheresses, les pluies irrégulières et l'évolution des parasites influencent directement la qualité des récoltes. De nombreux chercheurs travaillent avec les agriculteurs afin de préserver les plantations tout en développant des pratiques plus durables. Les consommateurs manifestent également un intérêt croissant pour les productions responsables. Les labels liés au commerce équitable et à l'agriculture durable occupent une place de plus en plus importante sur le marché. Malgré toutes ces évolutions, le thé conserve une qualité remarquable. Il reste une boisson universelle. Dans un petit village de montagne, comme dans une immense métropole, il suffit souvent d'une théière, d'un peu d'eau chaude et de quelques feuilles pour créer un moment de partage. Chaque tasse raconte une histoire. Elle raconte les montagnes brumeuses du Yunnan où poussent certains des plus anciens théiers connus. Elle raconte les jardins suspendus de Darjeeling baignés par les nuages de l'Himalaya. Elle raconte les plantations verdoyantes du Sri Lanka, les hauts plateaux du Kenya, les vallées du Japon, les collines de Taïwan et les marchés parfumés du Maroc. Elle raconte aussi les routes empruntées pendant des siècles par les caravanes, les navires marchands qui traversaient les océans, les explorateurs qui découvraient de nouveaux horizons, et les familles qui, partout dans le monde, ont fait du thé un symbole d'accueil. Peu de boissons peuvent se vanter d'avoir accompagné autant de moments de l'histoire humaine. Des palais impériaux aux modestes maisons de campagne, des temples bouddhistes aux cafés modernes, le thé a toujours trouvé sa place. Son succès ne repose pas uniquement sur son goût. Il tient aussi à ce qu'il représente. Une invitation à ralentir, à discuter, à observer et à partager. Dans un monde où tout semble aller toujours plus vite, préparer une tasse de thé demeure un rituel étonnamment intemporel. L'eau chauffe lentement, les feuilles libèrent progressivement leurs arômes, les parfums remplissent l'air, puis vient enfin le moment de la dégustation. Ce geste, répété chaque jour par des milliards de personnes, relie discrètement les générations, les cultures et les continents. Depuis les légendes de l'empereur Shen Nong jusqu'au salon de thé contemporain, plus de 5000 ans d'histoire continuent de vivre dans chaque infusion. Et la prochaine fois que vous porterez une tasse de thé à vos lèvres, souvenez-vous qu'elle contient bien davantage que quelques feuilles infusées. Elle renferme des siècles de tradition, d'innovation, de voyages et de rencontres entre les peuples. C'est peut-être là le véritable secret du thé. Réussir depuis des millénaires à réunir les hommes autour d'un geste d'une simplicité extraordinaire.